Ça devrait, oui. Donc, c'est parti. Je suis Simone Saint-Pierre, la directrice de la formation continue au Centre Franco. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette formation qui s'intitule Éduquer pour l'avenir, développer la cyber-autonomie des jeunes par l'éducation à la citoyenneté numérique responsable. Donc, très important, la citoyenneté numérique. On sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas faire en ligne pour protéger son identité. Donc, on va avoir des bonnes ressources là, pour que vous puissiez aider vos enfants et même les parents peut-être à avoir une meilleure cyber-autonomie. Donc, je tiens à remercier Janelle Fournier de partager son expertise avec nous et remercier également le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui nous offre le financement pour offrir les instituts d'été. Vous savez qu'aux instituts, il y a des instituts d'été, des instituts d'automne, des instituts d'hiver. Il va y avoir aussi des balados sur notre site web, des formations préenregistrées. On essaie de varier les formats pour mieux répondre à vos besoins en formation professionnelle. Puis, on va également avoir la série Impact de conférences en soirée, des conférences pédagogiques fort intéressantes. Puis, on aura le colloque TAC vers le 5, 6, 7 décembre. Donc, pas toutes les activités qui sont disponibles pour tous les enseignants, mais il y a toujours une conférence tôt le matin, une conférence le midi, puis une conférence à 4 heures. Donc, soyez à l'affût, suivez-nous sur les médias sociaux et sur notre site web ou abonnez-vous à notre infolettre. Et puis, je désire aussi spécifier que pour les cours de qualification additionnelle, Julie, si tu veux fermer ton micro, s'il vous plaît, pour les cours de qualification additionnelle, nous avons révisé nos programmes de cours pour avoir inséré le nouveau programme cadre en français dans le programme de cours d'écriture et de lecture. Et également, nous avons révisé tous les programmes de cours de mathématiques et de sciences. Donc, si vous voulez suivre nos cours de QA, sachez que nous sommes à jour. Donc, à toi la parole, Janelle. Merci encore de partager ton expertise avec les apprenants et les apprenantes du Centre Franco. On est peu nombreux. Je vous invite à ouvrir vos caméras puis à participer. Mais si ce n'est pas possible, c'est correct aussi. À toi la parole, Janelle. Merci encore. Merci beaucoup. Oui, on est un petit groupe, mais ça veut juste dire qu'on pourra bien communiquer ensemble puis se partager des idées. Donc un gros merci, Simone, pour cette introduction-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. OK. Donc, notre session d'aujourd'hui, je sais que le titre est un peu long, là, mais essentiellement, qu'est-ce qu'on veut, c'est de s'assurer que nos élèves, les jeunes d'aujourd'hui, ont une certaine citoyenneté numérique, qui sont des jeunes qu'on appellerait comme des jeunes cyberfutés, pour s'assurer qu'on les prépare pour notre société aujourd'hui et puis pour demain, bien sûr. Je m'appelle Janelle Fournier. J'utilise les pronoms elle et la. Si vous êtes en train de joindre et juste en train d'écouter à la présentation et non de visualiser le tout, je vais juste me décrire puis décrire mon lieu physiquement. Donc, je suis une femme blanche dans ses trentaines qui porte des lunettes, une chemise genre de la couleur de coraux, puis mes cheveux sont dans un chignon. Puis je suis dans une salle avec un fond blanc avec une vitre. Donc, me voilà. Je suis présentement doctorante à l'Université d'Ottawa, où j'étudie l'enseignement de l'ingénierie dans nos écoles de langue française en Ontario. Mais je vais plutôt parler au sujet de mon rôle avec Actua, puis de fait où est-ce que la présentation sort aujourd'hui. Donc, je suis gestionnaire de l'éducation à Actua, puis je vais vous présenter cet organisme dans quelques instants. Puis, j'agis aussi comme notre directrice. Donc, on est aussi une école. Puis, je suis la directrice de notre école. Puis, auparavant, j'ai été enseignante de sciences et de mathématiques dans une école de langue française en Ontario.
Si jamais vous aimeriez me rejoindre, tu peux toujours m'écrire à mon adresse à Actua ou visiter mon site web, puis il y a un formulaire de contact là-dessus. Ça me ferait plaisir de répondre à n'importe quelle question. Bon, avant d'y aller un peu plus loin, j'aimerais ça prendre un moment pour reconnaître le territoire où on se retrouve aujourd'hui. Oakville, Toronto, Ottawa, Gatineau, Iroquois Falls, etc. Désolée si j'ai manqué quelqu'un. Puis moi-même, je me retrouve à Ottawa, donc sur le territoire non cédé du peuple algonquin-anishinaabe. Puis j'aime ça prendre un moment pour reconnaître cette belle terre que j'appelle la maison. Et parce que cette terre me permet de manger, ça me permet d'apprendre et ça me permet d'être avec vous ici aujourd'hui. Donc, je prends un moment, je regarde dehors, je vois plus la fenêtre d'ici, mais je regarde dehors. Puis, me semble que la dernière fois que j'ai regardé dehors, il faisait beau. Et donc, je remercie aussi la terre pour cette beauté de fin d'été qu'on a ici. Et puis aussi avec le Centre Franco, on veut aussi reconnaître et remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire en Ontario. Et puis, nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, merci au Centre Franco pour cela et merci aux peuples autochtones pour cette belle terre. Donc, Simone nous a déjà partagé le lien dans la boîte de clavardage pour le formulaire de présence, mais si vous l'avez de besoin à nouveau, s'il vous plaît, juste aller dans je pense que vous êtes tous dans le Google Slides, puis cliquez dessus. Puis si jamais vous avez des inquiétudes, si ça fonctionne mal, le formulaire, s'il vous plaît, juste me faire signe. Donc, on peut prendre un petit moment pour faire cela. OK. Donc, pendant qu'on est en train de faire cela, je voulais prendre quelques minutes pour juste parler et présenter c'est qui Actua, au cas où que vous n'êtes pas familier avec l'organisme. Donc, Actua, c'est un organisme à but non lucratif. On est le plus grand organisme de sensibilisation des STEM au Canada. Et puis, vraiment, notre mission, c'est de libérer le potentiel infini des jeunes tout en supprimant radicalement et sans relâche les obstacles au STEM. Puis notre vision est que le Canada devienne un leader mondial en matière d'éducation et de sensibilisation au STEM. Donc, on travaille avec le personnel enseignant et on travaille avec les élèves d'un peu partout au Canada pour les sensibiliser, dans les STEM. Donc, vous pouvez voir ici sur la carte les communautés avec lesquelles on travaille, qui sont un peu partout au Canada. Et puis, on peut voir avec les petits ronds verts, ça, c'est des membres de notre réseau. Donc, on travaille avec 43 collèges puis universités à travers le Canada pour offrir justement des programmes STEM. Donc, quand je parle de STEM, je parle de sciences, techno, ingénierie et mathématiques. Et incluant cela, on inclut aussi le codage et puis les compétences numériques. Donc, on travaille avec des universités et des collèges un peu partout au Canada pour pouvoir offrir des programmes de STEM pour les élèves. Et puis, certains collèges puis universités ont aussi des programmes pour le personnel enseignant pour apprendre comment s'engager puis avoir du fun avec les STEM. Donc, en Ontario, on a 14 institutions postsecondaires
qui offre des programmes STEM. Donc, si jamais vous voulez en apprendre un peu plus au sujet de c'est quoi les STEM puis comment est-ce que je peux enseigner les STEM, vous pouvez vous référer à n'importe quel des membres de notre réseau ou sur notre site web que je pourrais mettre dans la boîte de clavardage, je pense. Oui, qui est actua.ca. Donc, ça, c'est nous. Donc, juste pour revenir. Super. Donc, ça, c'est nous, si jamais vous vouliez voir de quoi avec les STEM. Ça, c'est notre grosse passion dans la vie. Bon. Donc, pour commencer le tout, j'aimerais qu'on discute de c'est quoi une formation cyberfutée. Est-ce que vous voyez toujours mon écran puis le plan de l'atelier? OK, parfait. Merci, Simone. Puis là, on peut se lancer dans c'est quoi l'importance de la cybernétique? Donc, cybernétique, c'est comme un autre mot pour dire comme la cyberintelligence. Donc, pourquoi ce serait important que nos jeunes deviennent cyberintelligents? Puis là, on va parler de quelques activités qu'on a créées qui sont disponibles pour n'importe qui a intérêt. Puis là, on va vivre certaines parties de certaines activités qui incluent une activité de codage. Donc, voilà notre plan pour aujourd'hui. Puis si jamais vous avez des questions, et on est un petit groupe, là, donc n'hésitez pas à n'importe quel moment. Donc, allons discuter ensemble. Je vais vous mettre un lien à un Jamboard, si on peut rentrer dans le Jamboard. Puis on va y lancer, on va se lancer lentement. Là, on va commencer avec la première question, puis discuter d'un peu de quels sont les avantages de l'Internet. Donc, je vois tout le monde dans le Jamboard. Parfait. Si vous n'avez jamais utilisé un Jamboard, à l'écran à gauche, il y a comme des petits collants. Tu peux cliquer sur le petit collant puis aller rajouter un petit message. Et voilà, vous venez de contribuer au Jamboard. Donc, donnons-nous quelques minutes. Quels sont des avantages de l'Internet? Donc, on a à faire des recherches, fournir des informations, oui, avoir accès à des ressources, regarder des vidéos, s'informer et se former, oui, ça c'est le fun, puisqu'il y a des cours en ligne, rester connecté avec l'actualité et les nouveautés, avoir des réponses rapides à des questions, oui, ChatGPT m'aide souvent avec ça, et sinon c'est Google. Avoir accès à beaucoup d'informations dans très peu de temps, rester en contact avec sa communauté, oh ça c'est le fun. Voir des endroits du monde avec nos yeux sans y être. Oui, avec Google Maps, absolument. OK, parfait. Donc, on sait que l'Internet a beaucoup d'avantages, puis la technologie, même chose. Pensons à la deuxième question. Quels sont par contre des risques et des défis qui existent en ligne? Donc, oui, il y a des bienfaits de l'Internet, on vient d'en mentionner, que sont des défis aussi associés avec l'Internet. Donc, on est à la deuxième page maintenant. Intimidation en ligne, oui. Oui, mauvaise info, les informations peuvent être fausses. Oui, la fiabilité des ressources, ça n'est un gros parce que
surtout pour nos jeunes qui ne savent pas à quoi se fier. Je rajoute à cela le vol d'identité. Donc, parce que nos comptes bancaires sont maintenant, pour plusieurs d'entre nous, en ligne. Puis nos comptes de carte de crédit, les gens, ils sont capables de voler ces infos. Utiliser des droits d'auteur, plagiat, oui, c'est un gros problème avec ChatGPT. Peut créer, détourner les jeunes. Oui. Absolument. Ouais. Donc, je vais juste nous donner un autre petit 20 secondes, disons. Voir s'il y a autre chose. OK. C'est ça. Donc, c'est bien sûr que ça a ses avantages, mais ça a aussi ses désavantages. Mauvaise influence et mauvaise humeur pour les jeunes. Oui, absolument. OK. Pensons maintenant à nos élèves. Rendons-nous à la 3e page. Quelles sont les pratiques cyber... excusez-moi, pas encore aux élèves. Mauvaise question. Mais pour vous autres, dans vos vies, ou pour moi dans ma vie, quelles pratiques cybernétiques ou cyberintelligentes est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais mettre mot de passe fort. Ah! Quelqu'un avait la même idée. Un bon mot de passe. Oui. Les médias sociaux. Oui, je présume que c'est la même vague d'idées avec les médias sociaux, de ne pas mettre trop d'informations personnelles. Oui. Ne pas cliquer sur n'importe quel lien, absolument. Ne pas partager les mots de passe. Oui. Oui, exact. S'assurer que c'est un site fiable. Oui, donc ça va avec l'idée de manque de fiabilité des ressources qu'on venait de nommer. Parfait. Absolument. Donc, il y a plein de choses que nous autres on fait que les jeunes le savent ou ne le savent pas. Et donc, on a une certaine responsabilité de maintenant aussi, pas juste parler d'être un bon citoyen dans le monde réel, mais aussi dans le monde virtuel, puis comment se protéger. Et puis, c'est ça où ce que je m'en viens avec tout ça. Donc, une dernière question. Je suis curieuse de savoir comment est-ce que les élèves utilisent l'Internet ou les technos dans nos salles de classe. Je suis juste curieuse, puis ça pourra nous donner des idées de comment on pourra intégrer de quoi qu'on parle aujourd'hui, puis les activités. Moi, j'arrête du temps, faire des recherches. Donc, souvent, on va leur donner un ordi, puis dit, tiens, va travailler sur ce projet-ci, puis va faire des recherches. Oui. Ça, présenter leur vidéo pour présenter, exact. Source de distraction parfois. Ah, oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé à utiliser comme des technos comme peut-être Scratch pour le codage? Oui, des jeux pédagogiques. Oui, apprendre en jouet. Oui, faire des activités pédagogiques. Parfait. OK. OK, super. Merci.
Donc, je vais juste retourner. Merci pour votre participation. Pouvoir faire des documents collaboratifs. Oui, ça en est un gros qui est vraiment le fun. Donc, je vais juste retourner à notre présentation. Puis merci d'avoir contribué, d'avoir discuté avec nous. Puis ça nous donne un bon petit départ pour notre discussion d'aujourd'hui. Puis nous autres, à Actua, on s'est posé la question, tu sais, qu'est-ce qu'un jeune cyberfuté? Puis vous allez voir dans les petites notes qu'il y a une petite distinction que j'ai faite dans les petites notes que vous avez accès à. Mais quand on dit qu'un jeune est cyberfuté, normalement, on va voir trois choses. On va voir un comportement cybersécuritaire, donc voulant dire que les jeunes ils font preuve de prudence et de proactivité à l'égard de n'importe quel cyber-risque qui existe. On peut voir ceci comme en anglais, on dirait comme cyber safety. Donc, on a prudence avec cela, mais aussi il y a le côté de cybersécurité, ou qu'est-ce qu'on appellera en anglais cyber security. Donc, il y a une distinction un peu plus évidente en anglais qu'en français, mais c'est aussi d'utiliser l'information puis les technologies de manière sûre et responsable. Donc, on a ces deux côtés-là, puis aussi une citoyenneté numérique. Donc, un jeune cyberfuté utilise de façon responsable des contenus, puis il respecte aussi les autres. Donc, ils suivent qu'est-ce qu'on appelle une étiquette. Donc, une étiquette, c'est un nouveau terme, nouveau pour nous en tout cas, que c'est une étiquette en ligne, donc avec le net, donc une étiquette. Et puis ils sont capables de vraiment de réfléchir avant d'agir quand on est en ligne. Donc, quand on voit un jeune qui est cyberfuté ou même une personne cyberfutée, c'est ces trois idées-là, de comportement cybersécuritaire, de cybersécurité et puis une certaine citoyenneté numérique. Donc, en sachant cela, on se dit, pourquoi c'est important? Donc, pourquoi est-ce que c'est important de vraiment avoir cette formation aujourd'hui? Puis, pourquoi ce serait important d'inclure cela dans notre pratique enseignante? C'est bel et bien, puis je pense qu'on le reconnaît tous, que c'est un nouvel enjeu national, franchement mondial, parce que l'Internet, la techno, a des effets négatifs sur les jeunes. Et si on regarde même juste à notre temps pendant la pandémie, qui est soit terminée ou soit n'est pas terminée, mais il y a un bon 42% de la population canadienne, puis je ne parle pas juste de jeunes ici, qui ont vécu au moins un incident pendant la pandémie. Donc, presque la moitié des gens à travers le Canada ont subi cela. Puis, il faut protéger et bien préparer les jeunes. Il faut préparer nos élèves et développer ces compétences numériques-là, puis s'assurer qu'ils ont des comportements sains en ligne, qui est certainement important pour leur futur. Et puis, pour leur futur, oui, pour qu'ils ne subissent pas des cyber-incidents, mais aussi parce qu'on peut leur préparer pour des futures carrières en cybersécurité. Et puis, au Canada, justement, c'est dit que par année, il y a une augmentation de 7% du nombre d'emplois en cybersécurité qui sont disponibles. Donc, c'est quand même un assez grand marché de travail que nos jeunes pourraient se diriger. Puis, ce serait de semer la graine pour commencer qu'ils explorent cela. Puis à l'échelle mondiale, c'est dit qu'en 2021, il y avait 3,5 millions de postes vacants à travers le monde, justement en cybersécurité. Donc, il faut les préparer, mais aussi on peut, pour être sécuritaire, puis en santé, mais aussi pour peut-être leur préparer pour une carrière future. On veut aussi outiller les jeunes parce que, bien sûr,
que nous et eux, ils passent beaucoup de temps en ligne. C'est dit que des personnes de moins de 25 ans, ils passent en moyenne 7 heures en ligne à tous les jours, qui est quand même beaucoup. Donc, il faut vraiment bien les outiller puis leur fournir les compétences numériques nécessaires pour chercher de l'information en ligne, l'interpréter correctement. Tu sais, quelqu'un avait dit comme la fiabilité des sources. Il faudrait qu'on rentre là-dedans parce que veut pas, ça fait partie de notre vécu de tous les jours. Et puis, c'est quelque chose que c'est pas juste les jeunes, mais toute la population canadienne devrait avoir une certaine compétence avec le numérique. Et puis ça, c'est pour assurer notre sécurité et notre bien-être aussi dans ces espaces-là. Donc, voilà un peu du pourquoi. Puis, nous autres, on a travaillé un projet justement sur ces thèmes ici, sur le numérique, puis sur la citoyenneté numérique, puis comment former des jeunes cyberfutés. Puis on a établi des thèmes principaux qui devraient paraître dans des activités pédagogiques, des leçons qu'on fait avec les jeunes. Puis, un des premiers thèmes qu'on a établi, c'était justement exactement, il faut développer cette citoyenneté numérique-là chez les jeunes. Donc, leur capacité à comprendre et à utiliser l'Internet et à être capable de prendre des décisions qui sont judicieuses avec cela. Ils devraient être aussi capables de reconnaître les partis pris médiatiques et reconnaître c'est quoi de la mésinformation. Donc, en anglais, on dit misinformation, donc mésinformation. Il me semble que ça se traduit quand même bien, là. Mais je donne quelques mots en anglais au cas où que les mots en français sont quand même nouveaux, là. Donc, juste pour contextualiser pourquoi je dis cela. On a aussi identifié un thème de identité virtuelle et empreinte numérique. Donc, veux pas, tu vas avoir une identité numérique. Donc, tu es probablement déjà en ligne, même si que les jeunes ne pensent pas. Puis, je me souviens que ma première année du doctorat, une des profs m'avait dit, « Janelle, va te rechercher, tu sais, va regarder sur Google, tape Janelle Fournier et voir qu'est-ce qui apparaît. Puis, es-tu contente avec qu'est-ce qui apparaît? » C'est quelque chose que nos jeunes ils doivent aussi considérer. Puis elle le posait dans la question que tu es une doctorante, puis tu veux potentiellement devenir professeur dans le futur. Donc, professionnellement, est-ce que tu es contente avec ton image de ton identité virtuelle ou non? Mais pour les jeunes, ça a aussi un effet, tu sais. Quelle sorte de photos, de vidéos sont partagées et quel est l'effet à long terme de cela? Un troisième thème, la sécurité des données, la confidentialité. Donc, de reconnaître que les sites web, oui, ils vont recueillir nos infos personnelles. C'est ça qu'ils veulent. Donc, des fois, quand quelque chose est gratuit, c'est pas nécessairement gratuit parce qu'ils ont quand même récolté ton information personnelle. Donc, c'est de reconnaître cela. On veut aussi travailler la santé mentale puis le bien-être numérique. Donc, bien que c'est important, excusez-moi, comme dans la vraie vie ou le monde réel, c'est quand même important aussi en ligne. Puis, je pense que quelqu'un avait mentionné comme l'intimidation en ligne. Donc, oui, ça se passe, puis on doit bien protéger nos élèves. Excusez-moi. On veut certainement éviter diverses cybermenaces, puis je parle peut-être de logiciels qui sont malveillants, qu'on va peut-être télécharger. Le hameçonnage aussi. Je vais revenir, je vais définir c'est quoi l'hameçonnage, si c'est quelque chose de nouveau pour nous, juste pour s'assurer qu'on le comprend bien. Et puis finalement, les cyberarnaques. Donc, ça, c'est comme des cyberscams ou des cybercrimes. Donc, on veut éviter que les gens vont pirater notre info, qu'ils vont voler notre identité, et puis on veut éviter les hameçonnages. Donc, pour décrire un peu c'est quoi le hameçonnage, on peut dire hameçonnage ou phishing. Les deux se disent en français.
Et puis, c'est une fraude, puis je suis certaine que vous l'avez probablement déjà vécu. Je sais que moi, oui, puis que les gens que je connais aussi. C'est une fraude où ce que les gens veulent accéder, ton ordi, tes informations personnelles, peut-être qu'ils veulent te prendre de l'argent, je ne sais pas trop quoi. Puis, dans 95% des cas, on va recevoir un courriel de, disons, comme ta banque ou, excusez-moi, ou Amazon, ou comme Société canadienne des postes, ou même c'est comme qu'est-ce qu'on pense, c'est comme un ami, comme sur Facebook ou quelque chose. Et puis, ça va avoir un message pour te demander de, tu sais, clique sur ce lien parce que sinon, telle et telle chose va se passer. Et puis là, c'est un lien comme qui est frauduleux. Et donc, je pense qu'on a tout pas mal, excusez-moi, là, je perds ma voix. Je pense qu'on a tout pas mal vécu le hameçonnage. Je sais que la grand-maman à mon copain, justement ce week-end, elle me dit, Janelle, j'ai peur. Amazon va me retirer toutes mes photos sur mon iPad, puis ça, c'est tout ce que j'ai. Et puis, peux-tu m'aider? Et donc, c'est le but d'éduquer les gens. Et puis, justement, avec grand-maman, on lui a dit, regardons à l'adresse courriel qu'on voit ici. Est-ce que c'est l'adresse courriel de Amazon? Elle dit non. Je dis, ben, d'abord, ça vient pas d'eux autres. Puis Amazon, une autre chose, c'est qu'ils peuvent pas enlever tes photos. Donc, mais elle ne le savait pas. Et donc, c'est de prendre ce temps-là avec nos jeunes, de leur éduquer puis leur faire savoir que, bien sûr, ça, c'est un courriel qui est fait de l'hameçonnage. Donc, ça, c'est une petite description de c'est quoi. Bon, alors, pour revenir à l'idée de nos activités qu'on a créées avec Actua, des activités pédagogiques, on voulait vraiment développer des connaissances et des compétences super futées, si bien sûr. On voulait aussi transformer des compétences en action. Je m'excuse, j'ai vraiment un chat dans la gorge. J'espère que ça va se passer. Mais qu'est-ce qu'on voulait, c'est de pas seulement en parler avec les jeunes, mais leur faire savoir qu'ils ont du contrôle là-dessus, puis ils peuvent ensuite faire des choses pour améliorer le tout, améliorer leur santé, leur sécurité en ligne. Puis c'est d'être dans le positif dans tout cela. Que c'est pas de non, on ne va pas utiliser de l'Internet, va pas utiliser des technologies, sont mauvaises, blablabla. Mais c'est plutôt de changer l'attitude puis avoir des conversations positives. Comme, hey, tu sais au sujet de ça, tu es maintenant connaissante. Allons explorer qu'est-ce qu'on peut faire avec cela. Donc, de changer le tout pour avoir des discussions positives. Et puis, avec ces informations en tête, on a commencé en créant 6 activités qui peuvent se faire avec les élèves de la 5e à la 12e année. Puis là, on vient tout juste de rajouter puis de créer des activités pour la 2e à la 4e année aussi. Je vais juste me mettre en sourdine. Bon, OK. Donc, voilà une petite description de nos 6 activités. Et puis, vous pouvez y accéder en ligne sur notre site web. Et puis, je vais vous montrer un peu comment. Donc, la première activité, ça s'appelle la citoyenneté numérique et toi. J'ai mis un astérix à côté parce que ça, c'est une des activités qu'on va explorer aujourd'hui. Puis, la citoyenneté numérique, est évidemment un des sujets de discussion ici, puis aussi la création d'applications numériques.
Donc, ça, c'est une première activité qu'on pourrait faire avec les jeunes. On a une deuxième activité qui s'appelle la présence en ligne, où ce qu'on explore l'identité en ligne, le surpartage et puis les données personnelles. Donc, on peut aller, puis si c'est un thème qu'on veut aller puis explorer avec nos jeunes, on pourrait se fier à cette activité-là. On a une troisième activité sur le cyberdétective ou la cyberdétective. Puis là, on parle de mésinformation, de fausses nouvelles et puis de hyper-trucage. Notre quatrième activité s'appelle justement la netiquette, donc l'étiquette en ligne. Et puis, on parle aussi d'applications numériques et de cyberintimidation, toujours dans un point de vue positif. Finalement, en cinquième lieu, on a une activité appelée Crack le code. Puis, celui-ci aussi, on va l'explorer dans quelques instants. Puis ça parle de la cryptographie, le chiffrement et le déchiffrement, donc des mots de passe, et puis l'authentification multifactorielle, comme quand on veut on veut se connecter à un site web, ben ça l'envoie un message à ton téléphone pour avoir comme une deuxième authentification pour s'assurer que c'est bien vous. Et finalement, une sixième activité appelée Sécurise ton réseau. Et ici, on parle de cyberarnaque, de hameçonnage, de cybersécurité. On parle aussi de comment protéger nos renseignements personnels et pourquoi la confidentialité est super importante. Donc, je m'excuse vraiment, je ne sais pas d'où ça vient. Vous allez voir, si vous cliquez sur les deux liens, vous allez voir un guide pédagogique pour le personnel enseignant que vous pouvez toujours accéder, disons que vous vouliez commencer puis intégrer ce genre d'activité dans votre salle de classe. Ça peut vous donner un bref aperçu. Et puis les activités aussi se lisent sur notre site web. Donc, il y a des activités ici, vous pouvez mon Dieu, mes mots, séparer le tout par langage. Donc, disons que je dis je veux des activités en français. Vous allez voir justement les activités séparées selon les années. Et justement, le Crack le code, c'est une première activité qu'on va faire et vous pouvez accéder à toutes les ressources. Donc, tout est gratuit. Utilisez-le comme vous le voulez. Vous pouvez aussi modifier n'importe quoi que vous voulez. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on peut trouver cette information-là. Puis là, en bas, tu peux voir des activités connexes à cela. Puis justement, ce sont des activités dont je viens de vous présenter. Donc, voilà les ressources. Et puis, on est prêt à se lancer dans la première activité. Est-ce que ça vous convient? Je vais prendre le silence comme un oui. Donc, pour activité numéro 1, j'aurais besoin de votre aide un petit peu. Donc, on va travailler avec Crack le code, qui est une de mes activités préférées. Puis, à la fin de l'activité, les élèves, ils pourront comprendre le rôle de la cryptographie dans la gestion de leurs renseignements personnels, puis utiliser, puis expliquer à n'importe qui les stratégies à appliquer pour créer des mots de passe forts et uniques, comme qu'on a mentionné dans le Jamboard, pour évidemment protéger nos données personnelles. Donc, pour débuter, j'aurais un petit défi pour vous. Je vous donne ce message ici. Puis je vais vous dire que ce message-là, c'est 3 mots. La première rangée, c'est un mot. Deuxième rangée, un autre mot. Puis la troisième rangée, un troisième mot. Puis je vais vous demander d'essayer de déchiffrer ce message dans 1 minute. Puis je vais mettre mon compteur dans 1 minute. Mais c'est toute l'information que je vous fournis. C'est tout. Donc essayez-vous. C'est un message quelconque. Puis, ouais, c'est toute l'information que vous avez.
Donc, je vais lui donner 1 minute, puis on peut essayer de déchiffrer le message. Si vous connaissez le message, peut-être le mettre dans le chat. Il nous reste 5 secondes. OK. Est-ce qu'on a réussi à déchiffrer un message dans cette 1 minute sans aucune information? Je ne vois pas le chat. Laisse-moi juste voir. OK. Non, pas vraiment. Ouais, ça se comprend. Peut-être les 2 premières lettres, S et A. Peut-être. OK. Aucune idée. Parfait. Donc, il nous faut peut-être un peu plus d'informations. Il nous faut peut-être une clé. Puis, je vous offre maintenant cette clé de déchiffrement. Est-ce que ça va aider à résoudre ou déchiffrer le message? Oui, potentiellement, potentiellement. On se donne 1 minute pour essayer de déchiffrer ce message. Et puis, vous ne pouvez pas lire les notes dans le bas de la présentation parce que ça donne la réponse. Ne trichez pas. OK. Oui. Donc, les gens ont bien figuré. Donc, oui, avec la clé, on a pu savoir que c'était savoir ses pouvoirs. Donc, c'est essentiellement une petite activité pour déclencher le tout. Puis on pourrait lancer ce défi-là, soit peut-être pour nos élèves à l'intermédiaire. Ce serait peut-être un bon petit défi. Puis quelque chose pour nos élèves un peu plus jeunes ou même pour nos élèves à l'intermédiaire. On peut commencer en expliquant, donc au lieu de donner le petit défi pour commencer, on peut commencer en expliquant c'est quoi le chiffre César. Donc, pour garder nos informations confidentielles, on peut utiliser qu'est-ce qu'on appelle le chiffre César. Puis pour soit chiffrer ou déchiffrer un message, l'idéal, c'est d'avoir une clé, bien sûr. Donc, il nous faut bien sûr un message. Et numéro 2, il nous faut une clé. Je vais vous présenter une certaine clé, une différente clé qu'on pourrait utiliser. Puis cette fois-ci, la clé ne sera pas... Je vais juste retourner pour qu'on... Ce ne sera pas cette clé ici, où ce que A représente 0,
un c'est B, etc. Mais je vais vous présenter une différente clé. Une clé où ce que chaque chiffre indique le nombre de positions qu'on doit décaler pour chaque lettre de l'alphabet. Donc, si j'ai une clé de 1, ça veut dire que je vais décaler mon alphabet d'une position vers la droite. J'explique. Disons qu'on a le mot ou le nom Jim. Et puis, je vous dis que j'ai une clé de 2. Ça veut dire que pour chiffrer mon message Jim, je veux décaler chaque lettre du mot ou du message, donc J, I, puis M, puis je veux le décaler de 2 places vers la droite dans l'alphabet. Donc, un J, si je le décale de 2 places, de 2 positions, ça deviendrait un L. Et là, je ferai la même chose pour chaque lettre. Donc là, j'ai le J qui deviendrait un L, un I qui deviendrait un K, et puis un M qui deviendrait un O. So, disons que j'ai le message Jim avec une clé de 2, donc voulant dire je le bouge de 2 positions. Mon message chiffré est L, K et O. Et ça devient mon message chiffré. Et là, on pourrait changer la clé. La clé pourrait être de 4 ou 5 ou 1. Ça pourrait être une clé de franchement n'importe quoi. Puis à chaque fois, on va décaler du nombre, décaler les positions de l'alphabet du nombre qu'on a. Donc, avec cette idée en tête, on pourrait lancer à nos élèves un petit défi. Ah, excusez-moi. Puis ça serait potentiellement de déchiffrer le message. Donc, si je leur donne un message chiffré de LKO, puis je leur dis, OK, la clé est de 2, trouve-moi c'est quoi le message non chiffré, donc déchiffré. Il pourra ensuite retourner 2 places à la gauche pour chacune des lettres L, K et O, et là, ils peuvent voir que le message est Jim ou n'importe quoi d'autre. OK. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec nos jeunes? On pourrait ensuite leur encourager à relever certains défis, puis leur donner des petites tâches avec cela. Puis franchement, je trouve ça bien le fun. Puis je pense que les élèves aussi. Puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi le rapport dans un tout petit instant. Mais pour le moment, prenons comme un 30 secondes et puis allons chiffrer notre prénom avec une clé de 1. Donc, tu as ton prénom, le mien est Janelle, puis je vais aller chiffrer mon prénom avec une clé de 1. Donc, voulant dire, mon nom commence avec un J, je vais déplacer ma position de 1 parce que ma clé est de 1, puis le J va devenir un K. Puis essayons d'aller déchiffrer. De chiffrer. Puis, sentez-vous à l'aise de le mettre dans la boîte de clavardage. Votre prénom chiffré. Cool. Tu veux dire que tu n'aimes pas TJMPOF, Simone? Ça, c'est drôle. OK, cool. Puis disons que tu avais comme un Z dans ton nom, tu irais ensuite à A. Donc, le tout peut se recommencer. OK, super. Donc merci. Merci de vous y lancer.
Je vais attendre juste un autre instant, voir si quelqu'un d'autre veut chiffrer leur nom. Okay. Oh! Ouais, c'est vrai, Stéphanie, ton nom est un peu plus long. Cool. Super. OK. Oui. OK. Donc là, on a été, puis on a chiffré notre prénom. Puis pour Malik, ben, je pense qu'on comprend comment ça fonctionne. Là, on irait le M irait au N, le A au B, ainsi de suite. Ça, là, comme on pourrait même comme commencer le tout puis dire « Hey, mon nom est NBMJL. C'est un message codé ou chiffré, si tu veux, puis on peut leur donner une clé puis leur dire « Essayez de figurer c'est quoi mon nom. » Une autre idée, puis ça serait potentiellement, puis on n'a pas nécessairement besoin de le faire, mais chiffrer le nom du pays d'origine de tes ancêtres ou le nom, ton sport préféré. Cette fois-ci, j'ai choisi une clé de 8 qui rend ça un peu plus difficile, mais pas trop pour nos jeunes. Par contre, je vais juste sortir ça. Par contre, un gros défi qu'on pourrait donner aux jeunes, ce serait de déchiffrer ce message, un peu comme on l'a fait au début, parce que cette fois-ci, il y a un message chiffré, puis il n'y a pas de clé qui est fournie. Puis est-ce que les élèves sont capables de figurer c'est quoi? Puis si vous voulez, je peux vous donner un moment d'essayer de figurer c'est quoi le message chiffré, là. Mais sentez-vous pas obligé, là, mais je peux essayer de nous donner un 30 secondes là, pour voir. J'adore ça. OK. Est-ce que quelqu'un a pu figurer, j'ai pas donné beaucoup de temps, mais est-ce que quelqu'un a pu figurer c'était quoi même la clé ou le mot? Puis on est un petit groupe, vous pouvez aussi vous comme parler à voix haute, là, si ça vous tente. OK, pas de succès. Mais je te garantis que donner comme assez de temps aux jeunes ou peut-être de travailler en équipe, je pense qu'ils seraient capables de déchiffrer le message. Puis ici, j'ai donné, puis moi je le ferais juste par essai-erreur, si c'était moi qui essayais de déchiffrer ce message ici. Et puis, essentiellement, c'est une clé de 2. Donc, chaque lettre, donc pour déchiffrer un message, on retourne toujours à gauche. Donc là, si on bouge de 2 places, le C, c'est un A, le T, c'est un R, et ainsi de suite. Puis ça nous donne le mot secret qui est arbitre. Donc, on pourrait avoir un peu de fun avec cela, avec les jeunes. Puis l'idée ici, c'est que pour protéger notre information personnelle, il faut que ça soit chiffré. Il faut que ça soit encodé. Donc, c'est pour ça qu'on met des mots de passe à n'importe quoi, notre compte bancaire, notre compte courriel, etc. Donc, c'est de trouver une activité un peu le fun pour montrer pourquoi que c'est important et puis
Puis à quoi ça sert, les mots de passe? Puis justement, c'est ça, tu peux engager à avoir cette discussion-là, puis parler de, bien, on a besoin de protéger nos informations personnelles, on ne veut pas que les gens ont accès à, disons, notre iPad ou notre ordi, donc on met un code, on met un message secret. Juste comme dans l'activité, on ne veut pas que les gens aient accès à nos systèmes, comme quand je pense à notre Wi-Fi. C'est généralement sécurisé. Puis, il y a des mots de passe. Donc, c'est d'avoir ces conversations-là avec les jeunes et après une activité de ce genre-là. Et puis, vous pouvez ensuite discuter de mais comment est-ce que je peux créer des mots de passe forts? Puis, c'est là où je m'en vais avec cela. Puis, Google, je vais juste montrer une première petite minute ici de Google for Education, puis c'est en français. Et puis ça montre un peu une vidéo qu'on pourrait partager avec nos jeunes si qu'on voulait. Pour certains internautes, la sécurité n'est qu'une question d'ordre technique. Mais il s'agit surtout d'avoir de bons réflexes, comme choisir des mots de passe sûrs. Votre mot de passe est comme le code d'accès au coffre contenant vos plus précieuses données. Alors, choisissez un mot de passe sûr et ne le donnez à personne. Un bon mot de passe comprend des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des symboles, et se compose de 8 à 9 caractères. Évitez les informations qui vous identifient, comme vos noms, adresses et numéros de téléphone, ou qui sont faciles à deviner, comme le nom de votre animal domestique, d'une école, de votre équipe favorite, etc. Utilisez un mot de passe différent pour chaque compte important, messagerie, réseaux sociaux et services bancaires en ligne. Il est risqué d'utiliser toujours le même mot de passe, car la personne qui le découvre peut ensuite accéder à vos données personnelles et aux autres services web que vous utilisez. La vidéo continue, mais je l'arrête là, juste un petit début. Puis il nous parle aussi de comment est-ce qu'on peut créer un mot de passe fort, un peu plus de détails. Puis ça, c'est aussi une activité qu'on pourrait faire avec nos élèves. Donc, disons qu'on voulait faire cet exercice-là avec les élèves. On pourrait, par exemple, choisir un mot ou une phrase. Donc, disons qu'on choisit le mot trésor. Trésor, ce n'est pas vraiment un mot de passe très fort. Il n'y a pas de lettres majuscules, il n'y a pas de symbole, puis il n'y a pas de numéro. C'est vraiment ça que Google recommande en tant que mot de passe fort. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est faire un exercice, demander à chaque élève de choisir une phrase qui va avec ce mot ou de tout simplement choisir une phrase. Donc, disons que ma phrase est « coffre au trésor bien rempli ». Donc, j'ai maintenant créé une phrase. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut transformer cette phrase-là en un mot en ajoutant comme tous les mots, en mettant tous les mots ensemble. Puis là, en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire? C'est de rajouter des lettres majuscules à certains des mots. So, disons comme ici, le C, le T, le R. Et donc, j'ai encore ce mot, genre cette phrase, mais là, j'ai les lettres majuscules. Ensuite, je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur, mais là, à la 4e rangée, qu'est-ce qu'on peut ensuite faire? C'est de prendre la première lettre de chaque mot et de créer comme un sigle. Donc là, j'ai coffre, donc C pour coffre, O, j'ai A, trésor T, bien B, puis le rempli R. Puis là, avec les lettres majuscules que j'avais choisies. Mais on ne veut pas que toutes les lettres soient majuscules, on ne veut pas que toutes les lettres soient minuscules. Donc, un mélange des deux. Puis là, on voudrait rajouter un chiffre ou des chiffres qu'on sait qu'on pourra se souvenir et rajouter certains symboles. Et là, on a transformé un mot de passe très faible dans quelque chose de beaucoup plus fort. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être déchiffré par un ordi, par quelqu'un.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller puis changer des mots de passe quand même assez souvent, puis d'utiliser un mot de passe unique. Mais c'est de faire ces exercices-là avec les jeunes. Puis, on pourrait aussi, tu sais, c'est pas nécessaire de faire, tu sais, toute une leçon ou toute une série de 6 leçons sur comme devenir comme la citoyenneté numérique. Mais disons que vous vouliez que les élèves aient créé ou jouer avec une certaine application, puis là, ils ont besoin de créer un mot de passe, comme un compte avec un mot de passe. Mais là, faisons comme cette activité ici, ou ayons cette discussion-là avec les élèves avant qu'ils créent leur mot de passe. Donc, de juste comme d'aller puis de choisir des sections où ce que, OK, bien ça tombe bien, je peux prendre un 5 à 10 minutes de surplus, puis là, on peut entamer cela pour s'assurer qu'ils ont des mots de passe forts, puis ensuite qu'ils vont répliquer cette même procédure-là avec d'autres comptes. Donc, c'est un peu ça l'idée. Bien sûr, vous pouvez passer une semaine ou, je ne sais pas, toute une journée à faire quelque chose au sujet de la cybersécurité, là, mais c'est vraiment à vous de décider. Puis j'ai trouvé ça en ligne cette semaine, justement, puis j'ai vu les 10 mots de passe les plus populaires au Canada. Ceux-ci sont au Canada. Et puis, comment longtemps que ça prend pour déchiffrer un mot de passe comme ceci? Comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça prend moins d'une seconde pour déchiffrer quelque chose comme ça. Puis c'est parce que tellement de personnes vont utiliser ce mot de passe-là. Donc, c'est évidemment le mot de passe le plus populaire au Canada, qui existe encore. Puis ça, c'était des données de 2022. Donc, ça existe encore que les gens vont utiliser ce mot de passe-là. Donc, on doit vraiment comme éviter. Puis si on regarde en ligne, il y a comme les 50 mots de passe les plus populaires ou les 200 mots de passe les plus populaires, ou il y a comme certains sites web où ce que tu peux comme entrer ton mot de passe et le voir comme comment fort, comment faible ou comment, genre combien de temps est-ce que ça va prendre pour déchiffrer cela. Et donc c'est un peu ça l'idée. Je vais juste regarder dans le chat, voir si... OK, parfait. Il n'y a pas d'autres commentaires. Mais donc, c'est un peu ça l'idée avec la première activité, d'avoir ces conversations-là, puis d'avoir du fun avec aussi pendant qu'on est en train d'apprendre. Puis, parfait, on a assez de temps. Avec notre deuxième activité, c'est au sujet de la citoyenneté numérique des jeunes. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier, c'est quoi la citoyenneté numérique, puis comment est-ce qu'on peut créer un climat d'interaction en ligne qui est constructif. On peut aussi réfléchir au monde virtuel, puis comment est-ce que le monde virtuel va avoir un impact sur notre société, donc soit un impact positif ou négatif. Et puis, c'est avec cette activité ici qui s'appelle la citoyenneté numérique et toi, c'est ça que les élèves vont être capables de faire. Donc, on va commencer avec une activité sur la citoyenneté numérique, puis on va ensuite encourager les jeunes à créer leur propre application. Donc, on va passer un peu à travers de ça, puis je vais vous montrer un site web ou une application, si qu'on veut, pour de fait créer des applications. Donc, pour commencer, puis peut-être qu'on peut prendre quelques minutes, je vais nous demander de se relancer dans le Jamboard. Puis je peux remettre le lien. Le Jamboard est ici. Voilà. Donc, si ça nous tente, on peut se lancer dans le Jamboard, puis aller explorer à la page 5. Oh, parfait, tout le monde est déjà dedans. À la page 5, un peu c'est quoi la citoyenneté dans le monde réel, si on veut, et puis la citoyenneté numérique, donc dans le monde virtuel. Donc, à la page 5, vous allez voir ceci. Puis, qu'est-ce que j'encouragerais nos élèves à faire? C'est de premièrement explorer notre monde réel et puis de déterminer, qu'est-ce qu'une citoyenne puis qu'est-ce qu'un citoyen?
Et puis, quels sont les bons choix qu'une citoyenne ou un citoyen peut faire? So, on peut commencer à remplir ceci, soit avec les élèves ou leur demander de faire ceci. Donc, qu'est-ce qu'on considérerait comme un bon citoyen ou une bonne citoyenne? Puis, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je veux dire, c'est quelqu'un qui va suivre les lois. So, moi, je vais dire quelque chose comme cela. Puis là, on peut aller rajouter à ceci. Donc, prenons une petite minute, réfléchissons. Qu'est-ce qui rend quelqu'un un bon citoyen ou une bonne citoyenne? Encore une fois, j'étais à la page 5. Puis si vous préférez, on peut le dire à l'oral aussi. Donc, qu'est-ce qu'une bonne citoyenne ou un bon citoyen? Le respect. Oui. Ah, OK, je pense que cette personne-là s'est lancée direct dans le milieu, entre les deux. OK, cool. OK, bien, on peut continuer avec cette même vague-là. Donc, il y a bien sûr aussi des choses qui peuvent rendre quelqu'un un bon citoyen ou une bonne citoyenne numérique. Donc, comment est-ce qu'on peut bien se comporter quand on est en ligne? Bien, pas très différent. On peut suivre les règles. Donc, c'est très semblable à l'idée de citoyen dans le monde réel, mais on peut suivre des règles au lieu, comme les règles de la politique pour le site web ou la plateforme ou le logiciel ou quoi que ce soit. Parfait. Citoyenneté dans le monde réel, protéger l'environnement. Je vais rajouter, il connaît ses devoirs et ses droits, absolument. OK. Puis, est-ce que ça c'est... Et puis là, est-ce que protéger l'environnement et il connaît ses droits, ses devoirs et ses droits, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se dire pour le monde virtuel, le monde numérique aussi? Utiliser positivement. Oui, absolument. Utiliser positivement la technologie, parfait. Oui, puis disons que je rajoute ici comme la communication. Donc, d'avoir comme... Mon sticky est beaucoup trop... Oh boy, c'est petit ça. Oh boy, là, je l'ai mis à l'envers. Mais avoir une communication, tu sais, de respecter les gens avec lesquels on communique. Puis ça peut se faire soit dans notre salle de classe, à la maison, dans notre communauté, mais ça s'équivaut aussi que quand on est en ligne aussi. Tu sais, c'est important que si qu'on est sur, je sais pas, Instagram, on est sur, je sais pas, TikTok ou quoi que ce soit, Facebook, on n'est pas en train de mettre des messages négatifs. On n'est pas en train de dévaloriser le travail ou la performance ou la beauté de quelqu'un, mais plutôt être en train de communiquer de façon positive et avec respect, comme quelqu'un l'a dit. Et donc, il y a vraiment un beau chevauchement entre les deux. Puis d'être un bon citoyen dans le monde réel, on doit également être un bon citoyen ou citoyenne dans le monde virtuel. Et puis, les règles, les lois demeurent semblables. C'est d'avoir cette discussion-là avec les élèves. Donc, puis merci pour toutes les petites notes là, que vous avez rajoutées. Puis de voir que c'est pas si différent que ça. Le respect, c'est le respect. Puis un bon comportement. Parce que beaucoup de gens semblent penser que si je suis en ligne, je peux dire ou faire n'importe quoi que je veux. Mais il y a des conséquences à cela. Puis c'est d'avoir ces discussions-là avec les élèves de c'est quoi ces conséquences-là. OK. Merci. Merci pour votre participation. Super. Donc, une fois qu'on a eu cette conversation de c'est quoi la citoyenneté numérique, puis un peu de comparer les deux, puis voir comment les deux sont rentrent en commun, on peut ensuite se lancer dans une activité si on voulait, où on veut créer une application.
Puis peut-être qu'on va demander, puis je regarde au temps, donc je vais pas nécessairement vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est vous demander aux élèves, tu sais, est-ce que vous connaissez des technologies comme des applications qui vont aider à faire quelque chose, donc qui demeurent dans ce positif-là, dans cette citoyenneté numérique-là. Puis peut-être, comme moi, je peux penser à des sites web, pas des sites web plutôt, mais des applications pour améliorer notre santé, comme Santé Canada. Tu peux appeler ou utiliser l'application puis avoir accès à un médecin. T'sais, on a aussi des applications pour apprendre plus au sujet d'un sujet, comme je pense à peut-être comme Khan Academy, qui a comme plein de vidéos. Et puis, peut-être qu'il y a des applications pour nous aider à faire de l'exercice physique, qui te donnent comme un rappel, tu sais, à tous les jours, fais cet exercice physique-là. Donc, il y a des applications qui nous aident à faire beaucoup de choses, à rester calme, à prendre des pauses, à boire notre eau, comme il y a tellement de belles applications qui existent. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est lancer les élèves le défi. Bon, lancer les élèves dans le défi de créer leur propre application. Donc, on pourrait les mettre dans le scénario qu'il y a un organisme qui invite les développeuses et les développeurs débutants à concevoir une application puis à présenter leur concept dans un petit pitch d'1 minute. Avez-vous envie de relever ce beau défi ici? Donc, ils pourraient, on peut leur faire signe que l'organisme s'intéresse à 3 domaines en particulier, la santé, la communication et le partage des connaissances. Et là, on pourrait leur lancer le défi. Tu sais, quelle est l'application que je pourrais créer? Donc, des questions qu'on doit réfléchir. Bien, à quoi va servir mon application? Comment est-ce que ça pourrait être important? Comment est-ce que ça pourrait aider les gens? Puis, est-ce que ça résout quelque chose, soit dans le monde virtuel ou le monde réel? Et puis, c'est qui les gens qui sont vraiment cibles pour ceci? Donc là, les élèves pourraient aller, puis ils pourraient créer leur propre application, puis avoir les détails. Puis ici, c'est juste comme des petits dessins de iPad. Donc les élèves, ils pourraient aller ensuite comme dessiner qu'est-ce qu'ils voudraient voir comme application pour aider notre société. Donc, ça continue, puis ça va avec l'idée d'être un bon citoyen, une bonne citoyenne. Donc, comment est-ce que je peux aider à ma propre société? Puis, soit on peut garder ceci dans l'idée de le mettre sur papier, crayon, ou on pourrait même y aller avec l'idée de, OK, vous avez maintenant construit cette application sur papier, on va aller maintenant le créer à l'Internet pour que ça soit vraiment une vraie application. Puis je vais sauter cette partie ici. Mais là, j'aimerais ça vous introduire à AppLab. Puis je vais vous envoyer le lien dans le chat pour AppLab. Merci Esther pour ton commentaire. AppLab, c'est justement un logiciel pour créer des applications. Et donc on peut regarder une partie de cette petite vidéo ici. Et puis voir c'est quoi. My name is Milani. I'm an intern at code.org, and I'm also a computer science student. I like computer science because it's really creative. I get to be the problem solver. I get to make everything function how I want it to. But I also get to be the designer. I get to be the artist and choose everything and the creative side of it. Making your own apps is easy with AppLab. Whether you're new to coding or have some experience, AppLab is a great tool for building new apps and sharing them with your friends. This is AppLab. On the left side is your app. On the right side is the code that will make it run. You build your program by dragging in blocks from the toolbox. To start, you'll just have one block, called set property. The set property block changes the look of the elements on your screen, like the buttons, labels, or even the screen itself. First,
you need to decide which element you want to change. If you hover over an element in your app, you can see its name or ID here. Then go select that ID from the first dropdown. Elements have lots of properties you can change, like their text color, background color, or font size. You can see the full list and choose which property you want to change in the second dropdown. The last dropdown is where you'll write the value you want to use. The block will make a suggestion for you, but you can always type in different colors or numbers yourself. Once you're done, the block reads a bit like a sentence. Set button 1's background color to green. Hit run to see the changes you're building in code. If you reset, you can drag in more blocks to change other things about your app, like the text. For this tutorial, we'll be working in block mode, but AppLab also supports working in text. Either way, you'll be programming in JavaScript, the language of the web. Each level has a goal, instructions, and an image of what you're aiming to create. If you're ever stuck, click on this picture, and I'll show you exactly how to complete the level. But see if you can do it on your own first. Once you've completed the goal for this level, click Finish to move on. That's all there is to it. Hit the orange Continue button to go to the next level. Start your adventure with AppLab. OK. Donc, désolé pour la vidéo en anglais. Ils ont un site web en français, mais leurs vidéos ont seulement des sous-titres en français. Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est se lancer un peu dans AppLab, si ça vous tente. Puis, je peux vous montrer un peu à quoi ça a l'air, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse voir le tout. Donc, si vous cliquez sur le lien, ça va vous connecter et ça va vous demander, vous allez peut-être recevoir quelque chose, allez comme une fois que vous êtes connecté, soit à travers de votre Google, ou tu pourrais ne pas comme créer un compte tout de suite puis juste essayer les petites démonstrations que la fille a parlé de dans la vidéo. Mais une fois que vous êtes comme rentré dans l'application, il y a un tableau de bord ici où ce que vous pouvez travailler avec, vous pouvez travailler le cours, donc en apprendre un peu plus au sujet de AppLab. Puis moi puis ma collègue, c'est honnêtement là où on a commencé pour apprendre au sujet de comment utiliser le labo des applis, donc AppLab. Puis c'est super, super utile. Puis là, ensuite, on peut aussi voir d'autres projets qu'on a été puis on a créés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est qu'on peut aller dans la section de créer et aller au labo des applis. Puis ça, c'est où tu peux aller puis créer ton application. Ça va avoir l'air quelque chose comme ceci. Et puis, il y a beaucoup de choses à la gauche ici. Puis là, il y en a même comme ici où ce que tu peux continuer et continuer et continuer. Puis ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais moi, j'aime toujours ça commencer comme quelqu'un qui n'est pas formé en codage, mais qui apprend le codage. Moi, j'aime ça commencer avec le petit bouton ici, qui est la conception. Donc, j'aime concevoir un peu le visuel du tout. Et quand je commence, j'aime ça inclure, par exemple, comme une image. Donc, je peux cliquer, puis en passant, moi, j'ai mis mon interface comme étant en français, mais on peut voir qu'il y a quand même quelques défauts dans leur programme. Donc, certaines choses qui apparaissent toujours en anglais, mais d'autres choses qui apparaissent en français. Mais je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ceci. Donc, disons que je veux commencer avec une image. Qu'est-ce que je fais? C'est que je peux voir que j'ai un identifiant qui dit image 1. Puis disons que moi, je veux que mon application parle au sujet et donne de l'information au monde au sujet des requins, parce que j'adore les requins. Ça, je vais l'appeler requin. Et là, je pourrais aller puis je pourrais choisir une image. Puis je pourrais télécharger de mon ordinateur une image que j'ai. Bon, on va aller le faire. J'en ai téléchargé hier. Parfait. Et là, je peux le sélectionner.
Et là, je pourrais juste le rendre plus gros jusqu'à temps que je suis contente avec le look de ceci. Bon, super. J'ai des beaux requins ici. Et là, qu'est-ce que je pourrais aussi faire? C'est aller rajouter des boutons. Puis là, si ta souris est par-dessus le premier bouton, ça te donne comme un ID, comme un identifiant qui dit comme bouton 1. Et là, si tu t'en vas sur le deuxième bouton, ça te dit bouton 2. Ça, c'est un peu confusant. Donc, au lieu de dire comme bouton 1, je vais dire comme, disons que je vais aller voir le requin blanc. Donc, je vais l'appeler l'identifiant blanc. Et donc, je veux changer le texte pour dire requin blanc. Parce que je veux en apprendre plus au sujet du requin. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que je peux aller changer le texte. Je peux aller changer la couleur. Disons, bon, ça c'est cute, j'aime ça. Je peux aller, changer comment est-ce qu'il apparaît. OK? Et puis, je peux faire plein d'autres choses. Puis, je pourrais faire la même chose pour le deuxième bouton. Changer la couleur. Bon, on va choisir un beau petit violet. Changer le nom du bouton. Peut-être que ça soit Miko. Et là, voilà. Puis, tout de suite, j'ai le début de mon application. Puis là, si je voulais, je pourrais créer comme un deuxième écran. Puis je ne vais pas aller trop en détail parce qu'il nous reste un beau 5 minutes. Puis j'aimerais ça pouvoir discuter avec vous. Mais disons qu'on a un nouvel écran. Puis disons que je voulais mettre un texte au sujet de les requins. Je sais pas. Bon. Et voilà, j'ai mis un texte. Mais là, présentement, ce n'est pas connecté à cet écran ici. Mais je suis capable d'aller dans mon code puis dire, OK, ben, sur un événement, disons que quand je clique sur le requin blanc, donc j'ai mon bouton qui s'appelle blanc, puis quand je clique dessus, je veux que ça me montre ce deuxième écran-là. Donc là, je vais aller regarder pour voir set screen. OK, puis là, on check. Franchement, je ne le vois pas. Le voilà, juste au bas. Puis je vais dire, à cet événement-là, je veux que mon écran va à écran numéro 2, où est-ce que j'ai les requins. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut le tester. Si on clique sur démarrer, et là, le but, c'est que quand je clique sur requin blanc, que ça va au deuxième écran. Et ça a fonctionné. Donc, je viens juste de faire une première chose sur mon application. Puis, les élèves sont capables d'aller puis créer leur propre application, puis faire qu'est-ce qu'ils veulent avec. Il y a plein de fonctionnalités. C'est vraiment juste un très, très bref aperçu de AppLab. Puis, c'est juste une façon d'intégrer le collage si qu'on voulait. Puis, les élèves pourraient ensuite aller partager ceci vers leur téléphone. Ça dit que tu peux seulement entrer un numéro des États-Unis. C'est pas vrai, ça. Et ça l'a rentré dans mon téléphone. Puis là, tu pourrais actuellement jouer sur ton téléphone, avec l'application. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a un peu un apprentissage qui doit se faire ici. Mais c'est vraiment le fun de voir qu'est-ce que les élèves pourraient être en train de créer. Donc, je voulais vous partager cela et puis pour rentrer un peu de cette dimension de codage-là. Puis aussi vous faire signe que si jamais vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. Je sais que Simone nous a déjà partagé tous les beaux liens. Un gros merci, Simone. Et je sais que c'est un bref aperçu de AppLab, mais voilà quelques façons qu'on pourrait intégrer la citoyenneté numérique dans le tout. Donc, c'était ça, d'être capable, avec le tout, de décrire un jeune cyberfuté, expliquer pourquoi la cyberintelligence est importante, apprendre comment rendre un mot de passe plus fort, définir la citoyenneté numérique et concevoir une application pour la société. Donc, c'est ça qu'est-ce que je voulais comme but pour aujourd'hui. Puis, je pense qu'on a atteint ça.
Puis là, je voulais aussi juste prendre un moment pour vous faire signe d'une occasion avec Actua. C'est nous autres, on a une petite conférence qui va se passer en ligne le 3 au 5 octobre, où on va continuer à apprendre au sujet du codage, soit pour les personnels à l'élémentaire ou soit au secondaire. Puis on apprend aussi au sujet de l'équité, la diversité puis l'inclusion dans les STEM. Puis encore une fois, j'inclus le codage puis les compétences numériques dans les STEM. Donc, si jamais ça t'intéresse de se joindre à nous pour cette journée-là, tout est gratuit. Tu peux t'inscrire à la fin du mois d'août sur notre site web. Puis, il y aura des sessions en français et en anglais. Et avec une minute qui nous reste, on aimerait bien avoir votre opinion sur notre séance d'aujourd'hui. Puis je peux mettre le lien dans la boîte de clavartage. Donc, si ça ne vous dérangerait pas, j'aimerais ça. Je l'ai déjà fait. Ben, parfait. Merci, Simone. Super. Ouais, on aimerait bien avoir votre rétroaction. Et puis comment on pourrait améliorer la session. Puis je vous remercie beaucoup. Arrêter l'enregistrement.